ravi ici à la Sorbonne, avec donc les collègues présents, d'accueillir, voilà, de vous accueillir à l'occasion donc de cette mise au programme du Gargantua en première, et donc d'accueillir des lycées différents. Alors Hélène Bouchier, hein, qui est très représentée avec plusieurs classes, mais aussi Chaptal, Charlemagne, Jacques Decour, les Francs-Bourgeois, Henri IV et Montaigne. Ce qui me fait la transition pour... Et Chaptal, pardon, que j'avais mal... Montaigne me faisait la transition pour le second point, alors qui pourra vous... Je vais pas insister trop là-dessus, mais en fait, c'est une société savante, donc c'est très loin de vos centres d'intérêt au départ, qui est consacrée à la Renaissance, qui est à l'origine, disons, de cette rencontre. Cette société, elle réunit des collègues qui travaillent sur des domaines très différents, tous sur la période de la Renaissance, mais sur l'histoire de l'art, la musique, la philosophie et bien sûr la littérature de la Renaissance. Et le but de cette société, c'est aussi évidemment de faire partager les enquêtes ou les recherches sur cette période, voilà, à des gens différents, hein, et à diffuser cette culture, notamment, c'est le cas aujourd'hui auprès de vous. Autre remarque, juste pour qu'on se présente, voilà, alors ma collègue Adeline Desbois, hein, qui a été en relation avec plusieurs enseignants, et moi-même, Jean-Charles Montferrand, nous sommes enseignants ici à Sorbonne Université, spécialistes donc de littérature de la Renaissance ou de langue et littérature de la Renaissance, et on a invité donc les trois collègues qui sont autour de moi, donc Luce Albert qui travaille à l'université d'Angers, alors c'est trois spécialistes du XVIe siècle, mais Luce Albert est également spécialiste de rhétorique et forme, hein, des gens à l'art oratoire. Donc c'est elle qui s'occupera notamment des lectures du texte de Rabelais. Et puis les deux compères qui sont là sont des spécialistes de Rabelais. Ils viennent, alors sous la direction de Romain Ménini, Marne-la-Vallée, de sortir une nouvelle édition, une énorme édition de tout Rabelais, voilà, qui sera l'édition de référence. Et Nicolas Lecadet, donc également spécialiste de Rabelais, à Créteil, à l'université de Créteil, a évidemment participé à ce livre. Alors un tout petit mot sur le lieu, hein, où vous êtes aujourd'hui et sur la Sorbonne. Alors c'est toujours un plaisir un peu particulier de parler de Rabelais à la Sorbonne, puisque vous savez que Rabelais a été en butte à la Sorbonne, hein, la Sorbonne constituant une sorte d'ennemi de Rabelais. Vous connaissez sans doute, hein, ces sorbonnicoles, sorbonnagres, hein, les insultes de Rabelais contre la Sorbonne. Alors la Sorbonne, c'est bien celle dont parle Rabelais, elle ne ressemble pas à celle-là, mais elle est construite sur le même emplacement. Elle a été construite au XIIIe siècle sur cet emplacement, même si évidemment la configuration des lieux est très différente. À l'époque de Rabelais, la Sorbonne, c'est la faculté de théologie. Alors évidemment, cet amphithéâtre, dont le nom vous indique, l'amphi Richelieu, n'existait pas à l'époque. C'est un amphithéâtre du début du XXe siècle qui a été fait en hommage à Richelieu, qui a été proviseur du Collège de la Sorbonne et qui lui a fait agrandir, hein, très nettement la Sorbonne. Alors donc vous êtes, voilà, dans un amphithéâtre du début du XXe siècle avec, m'a-t-on dit, donc, vous voyez ces sièges que vous n'avez pas très confortables, pas de tablette pour écrire. C'était fait pour que les étudiants ne s'endorment pas, hein, et restent très très concentrés. Un dernier mot avant de donner la parole, voilà, à mes trois collègues et amis. Et je n'ai pas présenté la suite, hein. Vous aurez donc une sorte de conférence lecture, des passages de lecture et puis des passages d'explication, hein, des collègues. Et ensuite, vers 11 h, un petit spectacle, un concert, fait par les Sorbonne Scholars, avec donc des instruments d'époque, etc., et puis des chanteurs qui donc vous chanteront des chansons du temps de Rabelais, jusqu'à 11h30 midi. Alors maintenant, quelques mots avant de commencer pour dire de mon côté un mot sur Rabelais. Et juste pour commenter les premiers mots du Gargantua. Buveur très illustre
et vérolé très précieux, car à vous, non à d'autres, sont dédiés mes écrits. L'ouvrage donc, vous en êtes d'accord, s'adresse donc aux buveurs, et uniquement à eux, et aux vérolés. Et les vérolés, ce sont les syphilitiques. Ceux qui ont attrapé la syphilis, c'est une maladie toute nouvelle qui naît à la fin du XVe siècle et qui est terrible, qui fait des dégâts terribles, on en meurt de manière très atroce. Qu'est-ce que c'est que ce début? Je n'écris que, j'exagère un peu, aux ivrognes et aux syphilitiques. C'est d'abord évidemment une provocation, un amusement. J'exclus tous les lecteurs autres que les ivrognes et ceux qui ont la syphilis. C'est-à-dire quand même la plupart des lecteurs de Rabelais. Cette adresse initiale, elle s'ouvre donc en partie sur une sorte d'insulte. Mais c'est une insulte affectueuse. Une insulte affectueuse comme on peut s'en proposer entre amis. Ce que vous connaissez sous bande de couillons, qui est, c'est surtout vrai pour les Marseillais, mais dire « je vous dis ça, mais ça veut dire « je vous aime ». Tu es mon ami. Là, c'est la même chose. Au fond, ces vérolés et ces ivrognes, la fin du prologue termine par « mes amours ». Ça veut dire la même chose. Ceux que j'aime et ceux que je peux taquiner sans les fâcher. Voilà à qui je m'adresse. Après, évidemment, il y a un décalage comique entre les noms, les buveurs, les vérolés et les adjectifs. Très illustres, très précieux. Et là, vous reconnaissez quelque chose que vous avez tous vu en cours d'une certaine manière, c'est la parodie. Très illustres et très précieux, c'était des adjectifs qui étaient employés au début des romans de chevalerie ou des romans d'aventure. On s'adressait à des gens très illustres et très précieux. Et ici, évidemment, Rabelais s'amuse, puisque ce sont cette fois des ivrognes et des syphilitiques. Donc il y a, dès le début du roman de Rabelais, de la plaisanterie, de l'amitié, et aussi, avec la parodie du roman de chevalerie, du clin d'œil, de la connivence. Alors quand même, pourquoi buveurs et syphilitiques? Pourquoi ce groupe-là? Pourquoi pas, parce que je l'ai dit, ça pourrait être, Rabelais l'utilise souvent, couillon. Non, buveurs et vérolés. Pourquoi ça? Pour désigner le cercle des amis, alors qu'il pourrait dire « mes très chers amis », ou comme Clément Marot, 1532, préface de l'adolescence clémentine, on est tout proche du Gargantua qui dit « mes très chers frères ». Alors pourquoi Rabelais passe par autre chose? Parce qu'avec, vous le voyez bien, les ivrognes et les syphilitiques, ce sont des termes qui associent donc des gens qui aiment la vie, qui aiment le plaisir. Dans des prologues, dans le prologue du tiers-livre, on parlera, Rabelais parlera des goûteux, ceux qui ont la goutte, et pour avoir la goutte, il faut beaucoup manger et beaucoup boire. Les destinataires donc de Gargantua, les lecteurs à qui Alcofribas et derrière lui Rabelais s'adresse, c'est donc ceux qui se refusent au jeûne, à l'abstinence triste, c'est-à-dire ceux qui ne méprisent pas la part matérielle de l'homme, qui ne nient pas que l'homme a des désirs et des plaisirs. Ce qui ne veut pas dire, attention, que Rabelais ne parle qu'à des paillards, à des piliers de bar. Ce n'est pas du tout ça. Tout de suite après, ces mêmes syphilitiques, etc., lisent Platon. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est donc en fait ce qui est donné là, ce premier mot d'ordre d'Alcofribas. Il annonce déjà le dernier mot du roman. C'est Frère Jean qui dit « et grande chair, et profitons de la vie ». Et c'est-à-dire que dès ces premiers mots, en fait, se dessine une philosophie et une attitude pratique par rapport à la vie. Et puis je terminerai par un dernier point, toujours sur ces tout petits mots. Les vérolés, ce n'est pas le cas des buveurs, mais c'est le cas des goûteux également, sont, comme je vous l'ai dit, des malades. Et des malades même très sérieusement malades, les vérolés. Et en s'adressant à eux, du coup, Alcofribas souligne quoi? La fonction thérapeutique du roman et du rire, éventuellement. Il en avait déjà plaisanté dans le Pantagruel 2 ans avant,
hein. Et on pouvait, ce n'était pas tout à fait le Pantagruel, mais peu importe, il suffisait de se plaquer, disons le Pantagruel, hein, sur les joues pour arrêter le mal de dents. Les livres de Rabelais, au fond, sont là pour faire du bien, pour soulager la peine, pour soigner. Et derrière ces premiers mots, donc, on entend un Rabelais qui est médecin, médecin à Lyon, à l'Hôtel-Dieu, en train de soigner des vérolés, et qui pense donc à la santé de son lecteur, à comment un livre peut, par le plaisir, par le rire, aider à soigner. Voilà donc ces premiers mots de Rabelais dans le Gargantua disent une sorte de partage de l'amitié et l'importance à travers le livre que vous avez lu et que mes collègues vont expliquer, de procurer du soin et du plaisir. Alors voilà, sur ces quelques mots, je laisse tout de suite la parole là au vrai spécialiste et lecteur de Rabelais. Oui. Buveur très illustre, et vous, vérolés très précieux, maintenant vous savez bien ce que cela signifie, nous voici donc réunis pour une conférence déclamation sur Gargantua. Alors, comme mon collègue Jean-Charles Montferrand l'a dit, le lieu que nous avons choisi aurait fait beaucoup rire Rabelais. Puisqu'en effet, le collège de Sorbonne, qui est fondé en 1257, était l'un des 2 établissements de la faculté de théologie de Paris. Or, Rabelais était en lutte contre tous ces théologiens de la Sorbonne, et dans Pantagruel, le premier livre qu'il a écrit, il y a une énumération très célèbre qui désigne ces théologiens de la Sorbonne comme des sophistes, sorbillants, sorbonagres, sorbonigènes, sorbonicoles, sorboniformes, sorbonisecs. Cette énumération montre bien tout le mépris de Rabelais pour les théologiens de la Sorbonne. Parmi tous ces mots, il y a un mot que vous avez peut-être entendu au tout début de l'énumération, c'est le mot valise sorbonagre. Alors sorbonagre, ça veut dire que les théologiens de la Sorbonne ne sont que des ânes, parce que le mot est formé avec Sorbonne et onagre, qui désigne un âne de grande taille. C'est ce qu'on appelle un mot valise. L'objectif de cette conférence déclamation est double. Il s'agit tout d'abord, dans le cadre du programme des classes de première, de donner un aperçu des très nombreux savoirs qui sont déployés dans l'œuvre de Rabelais. Alors, nous n'aurons le temps de vous donner qu'un aperçu de tous ces savoirs, et nous aimerions aussi comprendre le rôle très original que Rabelais attribue au rire dans la transmission de tous ces savoirs. Deuxième objectif de cette conférence déclamation, nous souhaiterions donner à entendre, grâce à Luce Albert, le souffle puissant de la langue de Rabelais. Alors, vous avez peut-être vu en lisant l'œuvre déjà que cette langue est très riche en mots rares et même en néologismes, donc en mots totalement nouveaux. Je vous donne certains exemples que vous avez peut-être repérés. Le mot automate, le mot hippiatrie, le mot factice. Eh bien, ce sont 3 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, de mots qui apparaissent pour la première fois dans la langue française dans Gargantua. Alors, selon un lexicographe, il y aurait 800 néologismes dans Gargantua. Je pense qu'il était un peu optimiste quand il a donné ce chiffre, mais il y en a quand même au moins une centaine. La langue de Rabelais est aussi riche en jeux sonores, en effets de rythme, en jeux de rythmique, d'énumération, en onomatopée, en apostrophe. Bref, c'est tout cela que nous allons vous donner à entendre aujourd'hui. Le texte de Rabelais mérite bien plus qu'une lecture solitaire et silencieuse. Il est conçu pour être déclamé par un récitant. Et ça, il faut bien que vous le compreniez que c'était comme ça au XVIe siècle. Alors, je précise que la lecture à haute voix est une pratique tout à fait courante au XVIe siècle. Lire à haute voix devant une assemblée, c'est courant au XVIe siècle, c'est encore courant au XVIIe siècle. Rabelais lui-même expliquera plus tard dans le quart-livre, que vous n'avez peut-être pas encore lu, il expliquera que ses premiers livres ont été lus, de fait, devant François Ier, à haute voix, par, je cite, un docte et fidèle anagnoste. Alors c'est un mot que vous avez entendu si vous avez bien lu Gargantua, c'est-à-dire un lecteur du roi. Cette lecture à haute voix que nous allons vous proposer aujourd'hui est d'autant plus utile que Rabelais se plaît à faire résonner une multitude de voix diverses dans la fiction que vous avez lue, et chacune de ces voix a son identité propre.
Luce Albert, notre anagnoste du jour, si vous avez bien retenu ce mot, notre lectrice, va donner corps ainsi, tour à tour, aujourd'hui, aux voix d'Alcofribas, aux voix de Gargantua, de Frère Jean, de Janotus de Bragmardo. Le texte sera lu dans sa langue d'origine. Alors j'espère que vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas d'ancien français, il ne s'agit pas non plus de français classique, il s'agit de ce qu'on appelle parfois du moyen français, ou pour être encore plus précis, du français de la Renaissance. Nous avons choisi de le lire dans le français de la Renaissance pour en garder toute sa saveur, mais nous allons tout de même moderniser la prononciation. Alors, quelques éléments de décor. C'est moi qui planterai le décor. Comme vous le savez, j'espère, Gargantua paraît après Pantagruel. Alors qu'évidemment, dans l'ordre, dans la chronologie de la diégèse, de la narration, c'est l'inverse. Mais qu'est-ce que Rabelais a fait? Pantagruel a été un succès de librairie. Un succès de librairie à Lyon et surtout à Paris. Rabelais donc profite de ce succès pour faire quelque chose qu'on connaît encore, par exemple avec la trilogie Star Wars. Il écrit ce qu'on appelle un préquel ou une préquelle, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire de l'ancêtre, du père de Pantagruel. Gargantua paraît à la fin de l'année 1534 ou, je passe sur la démonstration, plus probablement au début de l'année 1535. Alors, c'est très important parce que c'est une période charnière dans l'histoire de France. Donc, je vais vous donner quelques généralités sur l'histoire qui peuvent vous aider à comprendre Gargantua, dans la mesure où ce livre résonne d'une multitude d'échos à l'actualité immédiate. En fait, ça n'est pas une question de spécialiste de savoir si Gargantua a été publié à la fin de 1534 ou au début de 1535, puisque dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534 se produit en France un événement qui change le visage du règne de François Ier. Nous sommes sous François Ier, qui règne de 1515 à 1547, et en cette année 1534 arrive ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire des placards. Alors, l'affaire des placards, qu'est-ce que c'est? Ou ce qu'on appelle l'affaire des placards, c'est la chose suivante. Dans plusieurs villes de France sont placardées des affiches qu'on appelait des placards au XVIe siècle, qui dénoncent les abus, ou ce qui est jugé comme des abus, de la messe papale. C'est-à-dire que les réformés placardent et dénoncent une manière de pratiquer la religion qui est la religion catholique romaine. Cet événement entraîne, de la part de François Ier, un net durcissement de la politique à l'endroit de la nouvelle spiritualité, qu'elle soit réformée ou évangélique. Et Rabelais est très proche à cette époque de la mouvance qu'on appelle évangélique. Pourquoi un net durcissement? Parce qu'on a placardé ces placards jusque sur la chambre, la porte de la chambre même du roi. À partir de ce moment-là, François Ier ne tient plus, malgré sa sœur Marguerite de Navarre, très proche des évangéliques, il durcit sa politique. Or, Gargantua paraît exactement à ce moment d'enthousiasme évangélique, mais qui est menacé par ce qu'on appelle le Parti conservateur à Paris, mais aussi cet événement, l'affaire des placards, où certainement, en tout cas pour François Ier, les réformés sont allés trop loin avec cette affaire des placards. Donc il faut garder ça à l'esprit. Lorsque vous lisez l'inscription à Thélème, il faut garder à l'esprit que nous sommes au bord d'une crise spirituelle et religieuse. Et donc Gargantua a aussi cet enjeu-là, cet enjeu de réaction immédiate à l'actualité spirituelle et religieuse. Par ailleurs, nous sommes à peu près au milieu du règne de François Ier. Alors qu'est-ce que c'est François Ier? Vous avez vu des portraits. François Ier, c'est le roi qu'on appelait déjà à l'époque François Grand-Nez. Il a un grand nez, mais tout est grand chez François Ier. Tout est grand, et on le sait parce qu'on a conservé son armure. Et son armure nous dit qu'il faisait peut-être jusqu'à 1,96 m. 1,96 m pour l'époque, c'est littéralement une taille de géant. Donc retenez toujours, lorsque vous lisez les histoires de géants qui sont des princes, des rois chez Rabelais, pour tout contemporain de François Ier, un roi géant dans la fiction, il y lisait nécessairement un écho de la politique royale de son temps avec François Ier, ce roi géant. Bon. Et à bien des égards, Gargantua est un livre courtisan, un livre à la grande gloire de ce roi de France, François Ier, qui favorise les lettrés, qui vient par exemple d'accéder à la requête de Guillaume Budet, le plus grand intellectuel de son temps, qui lui a demandé de créer un collège des lecteurs royaux.
Bon, voilà pourquoi Gargantua bruit aussi de cet enthousiasme humaniste, de ce moment où on a l'impression que le roi va favoriser les arts, les lettres. Gargantua, par ailleurs, paraît à Lyon, et la cour avait été passée à Lyon, parce que vous savez qu'à l'époque, la cour était itinérante, donc il ne faut pas s'imaginer une cour qui est fixée comme elle le sera au XVIIe siècle. La cour, c'était un village qui se déplaçait, et la cour était passée à Lyon en 1533. Il est à peu près certain que lorsque vous lisez l'épisode de Thélème, Thélème parle autant de la vie d'un monastère que de la vie de cour. Et Rabelais avait vu cette vie de cour à Lyon en 1533, lorsque la cour de François Ier y était passée. Quand la cour passait à Lyon, Rabelais, lui, était en train de soigner les pauvres à l'Hôtel-Dieu de Lyon, et Jean-Charles Montferrand l'a rappelé. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il publiait des livres en latin, en grec et en français, puisqu'il avait publié Pantagruel à l'automne 1532 certainement. Il travaillait chez des imprimeurs à Lyon. Tout cela, donc, 1532-1533, mais en 1534, un événement dans la vie de Rabelais va changer la donne, et c'est un événement qui précède immédiatement la parution du Gargantua que vous avez à étudier. C'est le voyage à Rome. Pour la première fois de sa vie, comme tout humaniste français, Rabelais en avait rêvé, il voit Rome. Il voit Rome parce qu'il est parti dans les bagages de son protecteur, Jean du Bellay, l'un des personnages les plus importants du royaume, qui est alors évêque de Paris et qui sera bientôt cardinal en 1535. Qu'est-ce que fait Rabelais à Rome? Il visite la ville, il fait de l'archéologie, de l'épigraphie, il relève les inscriptions sur les monuments. Donc toujours pensez à ça au moment où vous attaquez Gargantua et que vous avez une fausse découverte d'un monument antique. Évidemment, c'est aussi une parodie de ce qu'a fait Rabelais de l'archéologie à Rome. Rabelais rentre à Lyon, certainement à l'été 1534, et qu'est-ce qu'il fait? Il réédite un guide de Rome, un guide romain antique, sur les monuments de la ville en latin. Bientôt, une nouvelle édition de Pantagruel, la plus audacieuse, la plus terrible à l'endroit des théologiens de la Sorbonne, même des passages sur lesquels il reviendra plus tard, peut-être par mesure de prudence. Et ensuite, donc, Gargantua. Mais j'aurais certainement dû débuter par des éléments antérieurs que peut-être vous connaissez. Est-ce que certains ici connaissent la date de naissance de Rabelais? Bon, ben moi non plus, on ne sait pas. On ne sait pas, et si vous lisez des dates de naissance, elles sont toutes fausses, plus ou moins fausses, mais elles sont fausses. On ne connaît pas la date de naissance de Rabelais. Il a dû naître vers 1500, en tout cas c'est ce qu'on pense. Il semble avoir eu plusieurs vies. Il a été moine, c'est sa première vie. Ouais. Un moine pas très catholique, comme dirait l'autre, mais il est d'abord moine chez les franciscains, un ordre mineur, un ordre qui fait vœu de pauvreté. Et il fait ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fait jamais, ce qu'on ne doit jamais faire au XVIe siècle. Il change d'ordre. Il change d'ordre dans les années 1520, il passe des franciscains aux bénédictins. Pourquoi? Parce que chez les franciscains, il était très malheureux. Il voulait étudier le grec. On l'a privé de ses livres grecs parce qu'on supposait que c'était un ferment d'hérésie. Bon. Il passe chez les bénédictins et retenez, les bénédictins c'est très important, frère Jean des Antomures est un moine bénédictin. Il jure par la botte de Saint Benoît. Donc, dans Gargantua, on a aussi beaucoup de passages qui font écho à la vie de moine de Rabelais. Je vais vite. Il a un passage à Paris, dont témoigne certainement la publication de Pantagruel. Il y a beaucoup de scènes à Paris. On ne sait pas trop ce qu'il y fait. Il fait ensuite des études de médecine à Montpellier et il arrive à Lyon. Et c'est là qu'il se met à publier des livres en latin, des livres en grec et bientôt ses fictions françaises. Ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que Rabelais aurait pu faire une carrière de philologue. Il aurait pu se contenter d'éditer des textes anciens ou des textes contemporains en latin, en grec. Mais il fait un choix qui est un choix assez exceptionnel. Il choisit d'écrire en français. Alors, pour vous, ça paraît logique d'écrire en français. Mais à la Renaissance, la langue du savoir, la langue de la science, c'est le latin. Erasme, Budé, tous les grands humanistes n'ont écrit, ou n'ont presque écrit, qu'en latin. Or, Rabelais choisit aussi, en parallèle de ses éditions, notamment médicales, d'écrire en français. Et pour cela, il s'invente un double, et ça c'est très important, il faut toujours garder ça à l'esprit. Les Gargantua et Pantagruel ne sont pas signés François Rabelais. Ils sont signés d'abord d'un pseudonyme qui est une anagramme, Alcofribas Nazier, et ensuite
dans les rééditions, il s'agira de maître Alcofribas ou de l'abstracteur de quintessence, comme si c'était un alchimiste, ou de maître Alcofribas, abstracteur de quintessence. Et cela, ça vous dit beaucoup de choses. Ça vous dit que tout le savoir de Rabelais, ou de Rabelaesus en latin, est donné ici en français, non pas avec la voix de Rabelais, mais derrière un masque, et derrière un masque qui est un masque comique. Dernière chose, vous savez que Rabelais, ou je vous le dis, a réédité ses livres plusieurs fois, Gargantua et Pantagruel. Les dernières éditions, les éditions de référence, celles dont vous lisez le texte, ou un texte modernisé, sont celles de 1542. Gargantua est présenté comme l'œuvre de maître Alcofribas, abstracteur de quintessence. Mais Pantagruel, bizarrement, est présenté comme un livre écrit par feu maître Alcofribas. Feu maître Alcofribas. Qu'est-ce que ça veut dire feu? Ça veut dire que l'auteur, en tout cas Alcofribas, est censé être mort. C'est bizarre, en 1542, deux livres qui paraissent sous le même nom, qui est un nom de plume, mais pour un des livres, l'auteur est dit mort. Donc il faut, en 1542, Rabelais est bien vivant. Donc retenez toujours, avec ça, Rabelais n'est pas un maître. Il n'a pas vocation à être un maître, à vous donner des leçons, puisque le maître est toujours déjà mort, même quand il est vivant. Donc gardez à l'esprit ce jeu de masque, que ce soit pour rire ou pour savoir, on n'est jamais certain que ce soit Rabelais lui-même qui parle. Alors après cette mise au point historique et biographique, nous allons maintenant nous tourner vers le texte de Gargantua lui-même, afin de vous montrer que cette vaste érudition apparaît à chaque page de toute son œuvre de fiction. On peut même considérer Gargantua comme une encyclopédie des savoirs. Alors je ne sais pas si vous avez rencontré ce mot encyclopédie en travaillant sur Gargantua, mais il se trouve que ce mot apparaît pour la première fois dans la langue française, sous une forme imprimée, chez Rabelais, alors en l'occurrence dans le premier livre qu'il a écrit, dans Pantagruel, au sens d'ensemble complet des connaissances. Et c'est bien cela, Gargantua, c'est une encyclopédie des savoirs. Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui d'énumérer tous les savoirs mis en œuvre par Rabelais, parce que c'est assez impressionnant. Et pour être un peu plus précis, nous allons nous concentrer dans un premier temps sur un savoir, le savoir médical, qui joue un rôle très important dans Gargantua, mais aussi dans les œuvres suivantes. Et nous allons vous parler en particulier de deux branches du savoir médical, l'anatomie dans un premier temps, et vous verrez ensuite, nous allons vous parler de la diététique. Alors l'anatomie d'abord. Dès le chapitre 6, le narrateur relate la naissance de Gargantua. Le géant, vous l'avez lu, et peut-être même que c'est un extrait qui a été choisi pour le bac, non pas forcément. Le géant vient au monde par l'oreille, et l'oreille gauche de sa mère, Gargamelle. Peu de temps après, elle commença à soupirer, lamenter et crier. Soudain vinrent à tas sages femmes de tous côtés, et la tâtant par le bas, trouvèrent quelques pelauderies assez de mauvais goût, et pensaient que ce fût l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait, par la mollification du droit intestine, lequel vous appelez le boyau oculier, par trop avoir mangé de tripes, comme avait été déclaré ci-dessus. D'où une horde vieille de la compagnie, laquelle avait réputation d'être grande médecine, lui fit un restrinctif si horrible que tous ses laris tant furent opilés et resserrés qu'à grand-peine avec les dents, vous les eussiez élargis, qui est chose bien horrible à penser. Par cet inconvénient, furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice, par lesquels sursauta l'enfant, et entra en la veine creuse, et gravant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, là où la dite veine se part en deux, prit son chemin à gauche, et sortit par l'oreille senestre. Soudain qu'il fut né, ne cria comme les autres petits enfants, mi, 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 mais à haute voix s'écria, à boire, à boire, à boire, comme invitant tout le monde à boire, si bien qu'il fut ouï de tout le pays de Bus et de Bibaret. Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord pour comprendre cet épisode, c'est que les morts en couche étaient extrêmement fréquentes à la Renaissance. C'est l'occasion aussi donc pour Rabelais de conjurer le mauvais sort potentiel. À la Renaissance, on n'est jamais sûr qu'un enfant, qu'un bébé, qu'un nourrisson vive et que sa mère vive. Peut-être que vous le savez, mais dans Pantagruel,
la mère de Pantagruel, était morte en couche. Bon, donc là, il y a aussi un dialogue très net entre ce chapitre de Gargantua, qui est une réécriture de la naissance qui a été racontée dans Pantagruel. C'est aussi l'occasion pour Rabelais de mettre en scène son savoir médical. Alors l'épisode peut-être vous paraît fantaisiste, et il paraît de fait fantaisiste au premier abord. Je l'ai dit, il faut rappeler qu'au moment où il publie Gargantua, Rabelais exerce le métier de médecin à Lyon, qu'il a fait des études à Montpellier, où il a même été ce qu'on appellerait aujourd'hui chargé de cours. Il a fait cours de médecine à l'université de Montpellier. Il est même le premier à avoir fait cours sur le texte grec d'Hippocrate dans l'histoire de l'université de Montpellier. Mais ici, dans la fiction, ça n'est pas un traitement sérieux de la matière médicale qu'il vous donne. Cette matière médicale, elle est très exacte, on va le voir, mais elle est absolument renversée. D'où vient le comique du passage? Vous l'avez entendu, le texte présente un lexique vulgaire, boyau-culier, pelauderie, des pots, tripe, lari, des champs, et des termes extrêmement techniques, qui sont absolument inouïs, pour vous comme pour le lecteur de l'époque. Le droit intestine. Bon, au XVIe siècle, personne ne sait ce que ça veut dire, pas plus que vous. C'est ce que vous appelez le rectum. Droit intestine, parce que c'est droit. Les cotylédons, première occurrence en français, personne ne sait ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, même les Grecs se demandaient ce que ça pouvait vouloir dire chez une femme. Est-ce que ce sont des lobes du placenta ou est-ce que ce sont des abouchements de l'utérus? Aristote et Galien n'étaient pas d'accord. Bon, Rabelais fait exprès de pointer ce cas technique du problème des cotylédons. Donc la fantaisie, elle s'appuie sur un fondement très érudit, et même des querelles de spécialistes, des questions philologiques. Par ailleurs, Rabelais, médecin, y exprime son rapport assez ambigu aux sages-femmes. Alors, la sage-femme, elle est horde, elle est sale, elle n'y connaît rien à la médecine. Évidemment, elle confond les deux trous, si j'ose dire, ce qui est quand même là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Les médecins, à l'époque, les médecins comme Rabelais n'étaient pas chirurgiens barbiers et ils n'étaient surtout pas sages-femmes. Donc, les accouchements se faisaient loin de l'expertise des médecins. C'était presque tabou d'avoir des hommes qui étaient là pendant les accouchements. En fait, on appelait le médecin que lorsque ça se passait mal. Donc il y a une forme d'objet interdit pour un médecin de la Renaissance dans cet objet qui est l'accouchement. Ici, dans le passage, tout se passe comme si l'accouchement devait tourner à la catastrophe. On a dans la fiction, un peu avant, plusieurs détails qui nous montrent que selon Hippocrate, nous aurions dû avoir un drame, un avortement en gros. L'herbe drue en février. Hippocrate vous dit si le temps est trop beau en février, avortement. L'excès de tripes, évidemment, Gargamel a mangé trop de tripes, donc je vous le déconseille si vous êtes enceinte. Mais Rabelais déjoue les pronostics. Il vous donne tout un tas d'indices. On se dit, évidemment, ça va être avortement ou ça va être mort de la mère en couche, comme Badbec dans Pantagruel. Eh bien non. Au lieu d'une nouvelle source de tristesse, cet enfantement contre nature est une sorte d'immense source de joie. Et ici, toute la médecine hippocratico-galénique, d'Hippocrate et de Galien, devient exacte dans son inexactitude même, parce qu'elle est renversée. Gargantua sort par l'oreille gauche, et bien que la gauche soit un présage sinistre, senestre, sinistre, c'est ça, dans toute la médecine ancienne, la latéralisation que vous disiez, le meilleur est à droite, le pire est à gauche. Bon, mais là, il sort par l'oreille gauche, et tout va bien. Pas d'avortement, pas de catastrophe, tout est pour le mieux, il demande à boire, et la malédiction est conjurée dans un épisode qui est aussi érudit que comique. Ce savoir anatomique, qui apparaît donc dans le chapitre 6 dont on vient de vous parler, le chapitre de la naissance de Gargantua, va ressurgir dans un autre chapitre très fameux que vous avez sans doute étudié. C'est l'épisode du sac de l'abbaye de Seuilly, qui est donc attaqué par les soldats de Picrocole qui en fait en veulent à la vigne. Et c'est dans cet épisode qu'apparaît pour la première fois le personnage de Frère Jean. Vrai moine, si on qu'en fut, depuis que le monde moinant, moina de moinerie. Au reste, clair jusques aux dents en matière de bréviaire.
contrairement aux autres moines, Frère Jean, qui est donc un moine bénédictin, comme vous l'avez entendu, ne veut pas rester inactif face aux attaques des soldats de Picrochole. Et il va se munir de son bâton de la croix. Donc, le bâton de la croix, c'est la section verticale qui porte l'image du Christ crucifié. Eh bien, muni de ce simple bâton, il va exterminer un très grand nombre de soldats. Le narrateur va évoquer, encore une fois, avec une très belle érudition anatomique, les différentes parties du corps qui sont touchées. Et Alcofribas va nous raconter ce que Frère Jean fait aux soldats. Aux uns, escarbouillait la cervelle. Aux autres, rompait bras et jambes. Aux autres, délochait les spondyles du cou. Aux autres, démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents en la gueule, décroulait les omoplates, sfacellait les grèves, dégondait les ichis, débesillait les fossiles. Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait « Ah, Frère Jean, mon ami, Frère Jean, je me rends !» Il t'est bien forcé, et ensemble tu rendras l'âme à tous les diables, et soudain lui donnait Dronos. Et si personne fut tant épris de témérité qu'il lui voulut résister en face, là montrait-il la force de ses muscles, car il leur transperçait la poitrine par la médiastine et par le cœur. À d'autres donnait sur la faute des côtes, leur subvertissait l'estomac, et mouraient soudainement. Aux autres, tant fièrement frappés par le nombril, qu'il leur faisait sortir les tripes. Et aux autres, parmi les couillons, transperçait le boyau oculier. Croyez que c'était le plus horrible spectacle qu'on vit onc. Les uns criaient « Sainte Barbe !» Les autres « Saint-Georges !» Les autres. « Saint-Nitouche !» Les uns mouraient sans parler. Les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant. Les autres parlant en mourant. Les autres criaient à haute voix. Confession, confession, confiteor, miserere in manus. Alors, dans ce passage, on voit encore toute l'expertise de Rabelais, anatomiste. Rabelais, on le sait, a pratiqué la dissection. Alors, la dissection, deux choses. D'une part, c'est une pratique nouvelle à la Renaissance. Les anciens ne disséquaient pas de cadavres humains. Donc Galien n'avait disséqué que des animaux, ce qui lui avait fait faire un certain nombre d'erreurs anatomiques, par exemple sur l'utérus, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi sur d'autres parties du corps, puisque les vaches, les chèvres et les singes, parce que Galien disséquait aussi des singes, ne sont pas tout à fait faits comme les hommes. On sait par un poème d'Étienne Doley, qui était ami de Rabelais, que Rabelais a pratiqué la dissection, ou du moins qu'il l'a expliqué. Le problème, c'est que Rabelais était moine. Il était moine, alors il sera sécularisé, il deviendra prêtre en 1536, mais tout prêtre qu'il soit, il n'était pas autorisé à verser le sang. Donc on peut imaginer qu'il y a une sorte de revanche textuelle du médecin qui est censé commenter la dissection sans lui-même tenir le scalpel. C'est le fait du chirurgien barbier qui tient le scalpel dans la dissection. Une sorte de revanche textuelle du médecin qui va disséquer une bagarre, qui va disséquer dans la guerre grâce à une technicité médicale incroyable. Alors évidemment, le passage est une parodie des grands combats chevaleresques, par exemple ce qu'on trouve dans la chanson de Roland, mais aussi ce qu'on trouvait dans l'Iliade. Chez Rabelais, le grand schème épique, puisque on gagne le cléos, on gagne la gloire par le combat dans l'Iliade. Bon. Chez Rabelais, ce grand schème épique est subverti précisément par le recours au savoir médical. Et alors là, je le redis encore une fois parce que c'est très important, les lecteurs ou les auditeurs du XVIe siècle n'étaient pas plus avancés que vous lorsqu'ils entendaient des spondyles, des adènes, la commissure lambdoïde. Ils devaient trouver ça particulièrement drôle parce qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et donc le choc des différents registres dans le combat était une des sources du comique. Et d'une certaine manière, ici, l'érudition ne s'oppose pas au comique. L'érudition chez Rabelais ne s'oppose jamais au comique. C'est l'érudition qui crée la brèche comique. On a l'impression d'un auteur qui glisserait les mots techniques de Galien dans une scène de l'Iliade. Mais tout cela est fait en français, et c'est ça qui est nouveau, ce qui crée un décalage supplémentaire.
Donc imaginez la réaction des lecteurs quand ils entendent spondyle, médiastine, adène, ischie, fossile, sphasley. Tout ça n'était jamais apparu une seule fois dans un livre en français à cette époque. À l'époque précisément où le vocabulaire médical est en formation en français. Par ailleurs, il y a un irrésistible jeu d'antithèse avec les faiblesses des victimes bigotes qui crient et qui se donnent à tous les saints. Alors là, c'est évidemment pour un évangélique, en tout cas quelqu'un qui a des sympathies évangéliques comme Rabelais, une manière de dénoncer la superstition, de s'en moquer et de dénoncer une certaine méfiance évangélique à l'endroit du culte des saints, puisque le culte des saints, c'est une question justement qui fait problème. Pour les réformés, les saints ne doivent pas être l'objet d'un culte comme le Christ lui-même, Dieu seul. On a donc là l'évangélisme de Rabelais, on a son anatomie ou son savoir anatomique, mais on a aussi un goût pour un certain folklore local. Alors ça, dans Gargantua, c'est très important, puisque dans Gargantua, Rabelais est aussi une forme d'ethnologue de proximité. Il rapporte des légendes locales. Il vient de Chinon, de Touraine, et donc vous savez que les guerres picrocolines, alors ce sont des guerres de géants, etc., mais si vous allez sur les lieux, ce sont des bleds, c'est-à-dire que de Seuilly à La Roche-Clermault, tous ces noms de lieux, c'est tout près. On peut faire le... Donc c'est comme si toute la géopolitique de l'opposition entre Charles Quint et François Ier était réduite à une histoire de voisinage dans les guerres picrocolines. Bon, enfin, quel est ce moine, frère Jean? C'est quand même un moine très étonnant, un moine qui tape sur tout le monde, qui veut défendre son vin, qui ne chante pas. Bon, là, on peut voir toute la grande question de l'opposition, qui est une opposition antique, mais qui revient à la Renaissance et qui revient particulièrement dans le cadre de quelqu'un qui a fréquenté les monastères, l'opposition entre la vie active et la vie contemplative. Que doit faire particulièrement l'intellectuel? Est-ce qu'il doit participer à la vie active ou est-ce qu'il doit être seulement quelqu'un qui reste ou dans sa bibliothèque ou dans son monastère? Bon, vraisemblablement, Rabelais a tranché. Son moine, je ne sais pas si c'est le moine idéal, c'est certainement un moine de comédie, mais son moine, c'est celui qui prend les devants et qui va faire la guerre, au moins de manière comique. Dans la séquence d'éducation de Gargantua, que vous connaissez sans doute bien, après l'anatomie, c'est donc une autre branche du savoir médical qui va être mise en œuvre, que je vous avais annoncé tout à l'heure, la diététique. Alors la diététique, c'est sans doute un mot que vous connaissez bien, mais il n'a pas tout à fait la même signification au XVIe siècle. Au XVIe siècle, donc, la diététique a une étendue beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Elle concerne en fait ce qu'on appelle la saine régulation de 6 choses non naturelles. C'est-à-dire, vous avez 6 paramètres extérieurs à votre corps, mais qui vont influer sur votre santé. Alors, quels sont ces 6 paramètres extérieurs qu'il faut bien connaître pour comprendre l'épisode de l'éducation de Gargantua? Eh bien, c'est l'air que nous respirons et qui donc va entrer dans notre corps et pouvoir peut-être nous rendre plus en meilleure santé ou en moins bonne santé. Vous avez aussi l'alimentation et la boisson. Vous avez le sommeil et la veille qui vont évidemment influer sur notre santé. Vous avez l'exercice et le repos. Ça doit vous rappeler quelque chose, l'exercice dans la séquence d'éducation de Gargantua. Vous avez la réplétion, donc le fait de se remplir, et le contraire, l'excrétion. Et vous avez enfin, donc la 6e chose non naturelle, ce sont les passions de l'âme qui, elles aussi, toutes les passions, peuvent influer sur notre santé. La diététique au XVIe siècle doit en outre s'adapter au tempérament de chaque patient. Selon la médecine qui est héritée de l'Antiquité, héritée d'Hippocrate et de Galien, donc 2 médecins grecs dont on vous parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, le tempérament est déterminé par le mélange de 4 humeurs. Donc les humeurs, ce sont des liquides qui circulent dans notre corps. Donc vous en avez 4 que je vais vous énumérer. Vous avez le sang qui est chaud et qui est humide comme l'air. Vous avez la bile jaune, ça doit vous rappeler quelque chose, j'en reparlerai tout à l'heure, qui est chaude aussi, mais qui est sèche, comme le feu. Vous avez la mélancolie, qui est froide et qui est sèche comme la terre. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est rapporté à un nouvel élément, un des 4 éléments. Et enfin, vous avez le flegme, dont je vais beaucoup vous parler maintenant, qui est froid et qui est humide comme l'eau. Alors, au départ, le tempérament de Gargantua n'est pas du tout équilibré.
En fait, il est malade, tout simplement, puisque une des 4 humeurs va l'emporter sur les 3 autres. Donc vous le savez peut-être, cette humeur qui l'emporte sur les 3 autres et qui le rend donc en mauvaise santé, c'est le flegme. À 2 reprises, le personnage est explicitement défini comme un flegmatique. Dès le chapitre 7, on vous indique qu'il est merveilleusement flegmatique des fesses. Je ne rentre pas dans les détails. Le chapitre 21 vous dit qu'il est d'un naturel flegmatique. Bon, donc on a bien compris, c'est un flegmatique, il est malade, l'une des 4 humeurs l'emporte sur les 3 autres. Le problème, c'est que de tous les tempéraments qui existent, c'est le pire qui soit pour l'intellectuel. Le flegmatique, c'est la chose la plus contraire à l'activité intellectuelle, parce que le flegmatique se caractérise par sa paresse incroyable et par son appétit insatiable. Le défi de Ponocrate est donc d'autant plus grand. Voilà l'élève qu'il doit éduquer, c'est un flegmatique. Il va devoir corriger le tempérament de son élève, alors déjà pour le rendre en bonne santé, mais aussi pour le transformer en prince savant. À la mauvaise diète des sophistes, donc la mauvaise diète, c'est le texte en français de la Renaissance, le mauvais régime inculqué par les sophistes, Ponocrate va substituer la vraie diète, c'est une expression qu'on trouve dans le texte, donc le bon régime des bons médecins. Alors désormais, sous cette bonne éducation humaniste de Ponocrate, Gargantua ne dort plus de manière excessive, parce que le fait de dormir trop, c'est la chose la pire qu'on puisse imaginer pour un flegmatique qui est déjà naturellement paresseux. Par ailleurs, Gargantua est soigneusement frictionné le matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début du chapitre 23, on vous dit qu'on le frictionne. Alors c'est pour évacuer toute la sueur accumulée pendant le sommeil. Donc on est vraiment dans un exercice de diététique du XVIe siècle. Par ailleurs, l'excès de nourriture, sous la férule des sophistes, va laisser la place à une alimentation bien réglée. Alors on va distinguer le déjeuner, qui est sobre et frugal. Alors, soit dit en passant, frugal, c'est un mot qui apparaît pour la première fois dans la langue française dans ce texte-là. Donc, pourquoi un déjeuner sobre et frugal? C'est parce qu'il ne faut pas nuire aux activités intellectuelles et physiques de l'après-midi. Bon, quand vous mangez trop, après, vous avez du mal à bien travailler. Le dîner, en revanche, est, je cite, copieux et large. Tel est le vrai régime prescrit par l'art de la bonne et sûre médecine. Voilà ce que nous dit le narrateur vers la fin du chapitre 23, qui est donc le chapitre le plus long de toute l'œuvre, parce qu'en un chapitre entier, on doit vous décrire les activités de Gargantua sous l'éducation humaniste. Alors, parole à Alcofribas. S'éveillait donc Gargantua environ 4 heures du matin. Cependant qu'on le frottait, lui était lu quelques pagines de la divine écriture hautement et clairement, avec prononciation compétente à la matière. À ce était commis un jeune page, natif de Bacchée, nommé Anagnoste. Selon le propos et argument de cette leçon, souvente fois se adonnait à révérer, adorer et prier, supplier le bon Dieu, duquel la lecture montrait la majesté et jugement merveilleux. Puis allait au lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce qui avait été lu, lui exposant les points les plus obscurs et les plus difficiles. Alors, voilà donc pour le savoir médical, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais je vous dis aussi que dans cette œuvre, il y a un vaste savoir juridique et théologique qui se déploie. Alors ce n'est pas du tout un hasard, le fait qu'il y ait du droit, le fait qu'il y ait de la médecine et le fait qu'il y ait de la théologie. Pourquoi ces 3 disciplines? Parce que cela correspond aux 3 facultés supérieures dans lesquelles un étudiant du XVIe siècle pouvait s'inscrire une fois qu'il avait accompli le premier niveau, c'est-à-dire qu'il avait travaillé sur ce qu'on appelait les 7 arts libéraux, les 7 disciplines principales à la faculté des arts, et une fois qu'il avait obtenu sa maîtrise S-art. Après, il pouvait postuler et aller dans une faculté de droit, dans une faculté de médecine ou dans une faculté de théologie. Eh bien, ces 3 savoirs sont très bien représentés dans l'œuvre de Rabelais. Alors, on va vous épargner la démonstration pour la théologie et pour le droit, mais on pourrait faire la même chose que ce qu'on vient de faire pour la médecine. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces 3 savoirs qui sont mis en œuvre dans Gargantua, il y en a bien d'autres. Vous avez le savoir rhétorique, dont on va un peu vous parler tout à l'heure, le savoir linguistique, tout ce qui concerne le travail sur la langue française. Vous avez aussi un savoir botanique qu'on peut observer, par exemple, dans l'épisode du torche-cul, très discrètement, mais il y a quand même un savoir botanique. Un savoir vestimentaire,
si vous êtes attentif, il y a 2 chapitres entiers de l'œuvre qui sont consacrés au savoir vestimentaire, au point que ces 2 chapitres de Gargantua sont souvent utilisés dans des anthologies sur la mode, parce que c'est très précieux pour savoir la manière dont on s'habillait au XVIe siècle. Vous avez un savoir militaire, vous avez un savoir équestre. Je pense à l'épisode de voltige de Gymnase, quand il s'amuse à faire des numéros de voltige sur son cheval, ou encore un savoir architectural dans le cas de l'abbaye de Thélème. Bref, toute cette érudition a de quoi vous effrayer. Alors, je ne sais pas si vous êtes effrayé, mais ça pourrait être le cas. Gargantua pourrait apparaître à vos yeux comme une œuvre élitiste, réservée à des savants, triés sur le volet, humanistes de formation. On songe à ce propos à l'inscription sur la grande porte de l'abbaye de Thélème. Vous vous rappelez, vous avez 7 premières strophes qui vont interpeller certaines catégories de personnes pour leur interdire l'entrée dans l'abbaye de Thélème. Si, n'entrez pas. Et vous avez ensuite 7 autres strophes qui vont interpeller d'autres catégories de personnes pour cette fois les inviter à entrer dans Thélème. Si, entrez-vous. Et pourtant, contrairement à Thélème, l'œuvre de Rabelais, Gargantua ici, puisqu'on en parle, n'exclut personne. Elle ne sent pas l'huile du labeur acharné dont nous parle le prologue, c'est-à-dire l'écrivain qui écrit à la lueur d'une lampe à huile de manière un peu laborieuse. Au contraire, l'œuvre de Rabelais reste toujours joyeuse et festive. L'érudition n'y est jamais diffusée sous une forme austère. Elle est diffusée sous une forme plaisante, sous la forme en fait d'une fiction comique inédite qui va mêler les genres et les sources les plus diverses. Et ce qu'on va maintenant vous montrer, c'est que Rabelais pratique à un degré absolument jamais atteint dans toute la littérature française du XVIe siècle et peut-être même dans toute la littérature française en général, le mélange des sources et des genres les plus variés. Donc on va un peu vous montrer quels sont les genres et les sources comiques qui sont utilisés pour diffuser ce savoir. Alors, l'une des premières choses à dire, c'est que Rabelais n'a pas inventé le personnage de Gargantua. De même qu'il n'avait pas inventé le personnage de Pantagruel. Pantagruel, dans les mystères, ces pièces de théâtre, c'était un petit diable qui venait saler le gosier, la gorge de ceux qui dormaient pour leur donner soif. Bon. Gargantua existait dans une chronique anonyme qui paraissait précisément à Lyon au moment où Pantagruel était donné, en 1532. Cette chronique s'appelle donc « Les grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua » et elle mettait en scène pour la première fois un géant au service du roi Arthur. Donc Gargantua était au service du roi Arthur et il avait déjà des parents, Grand Gousier, Grand Gosier et Galmel, qui avaient été créés par l'art de Merlin, l'enchanteur. Bon. Donc le personnage de Gargantua est relié d'une certaine manière à Arthur, la table ronde, Merlin. Bon. Mais dans ce moule des chroniques, qui paraissent à peu près exactement au même moment que Pantagruel, Rabelais va faire tout autre chose et il va donner à Gargantua une toute autre dimension, et notamment une dimension humaniste, une dimension encyclopédique que n'avait pas la chronique anonyme, donc ces grandes et inestimables chroniques du grand et énorme géant Gargantua. Alors, quelques mots encore sur ces grandes et inestimables chroniques, parues donc très peu de temps avant la parution de Gargantua. Eh bien, de cette œuvre sans prétention, que vous n'avez sans doute pas lue, c'est quelques pages beaucoup moins attrayantes que celles de Rabelais, eh bien, pourtant, Rabelais va tirer de cet petit ouvrage, de cet opuscule, un certain nombre d'épisodes. Par exemple, le chapitre 8 de Gargantua, qui décrit la confection de la livrée du géant, est emprunté à cette œuvre donc, qui s'appelle « Les grandes et inestimables chroniques ». Vous avez un autre chapitre connu de Gargantua qui est emprunté à cette œuvre. C'est le passage où la grande jument de Gargantua va détruire avec sa queue tous les arbres de la forêt de Beauce. Alors, Rabelais ne se contente pas d'emprunter quelques épisodes à ces grandes et inestimables chroniques. Il va aussi leur emprunter certains traits stylistiques, et en particulier un trait stylistique très important dans Gargantua, c'est ce qu'on appelle le comique gigantal. Donc le comique gigantal, c'est le comique lié au fait qu'il s'agit de géants démesurés. C'est leur taille démesurée qui va provoquer le rire. Eh bien, ce comique gigantal va être décliné sous 3 formes différentes dans Gargantua. Alors, le premier procédé du comique gigantal que vous avez forcément rencontré très souvent, c'est ce qu'on appelle les hyperboles numériques, quand vous avez des chiffres exponentiels.
Alors ces hyperboles numériques vont transporter le lecteur dans un univers complètement démesuré. Et je vais vous citer 2 exemples de ces chiffres totalement démesurés. Premièrement, c'est l'exemple du nombre de Parisiens noyés par l'urine du géant. Alors je ne me rappelle plus exactement le nombre. Alcofribas, est-ce que tu peux nous aider? 260 418, mais sans les femmes et les petits-enfants. Alors on peut prendre un autre exemple, peut-être plus parlant encore. C'est l'exemple des soldats massacrés par Frère Jean lors du fameux épisode du sac de l'abbaye de Seuilly, mais j'ai aussi oublié le nombre. 13 622, sans compter les femmes et les petits-enfants. Alors vous avez entendu cette formule « sans les femmes et les petits-enfants ». Eh bien, tout simplement, Rabelais va l'emprunter à la Bible, à un livre de la Bible qui s'appelle l'Exode. Sauf que quand il est employé dans le 2e exemple que nous avons cité, cette expression est tout à fait ridicule puisqu'on parle des soldats de Picrocole et vous imaginez bien que parmi eux, il n'y a pas de femmes et de petits-enfants. Le 2e procédé du comique gigantal, donc après les hyperboles numériques dont on vient de parler, ce sont les vertigineux changements d'échelle entre le monde des géants et le monde des humains. Alors, je vous donne quelques exemples. Pour les géants, les cloches de Notre-Dame, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce sont de simples grelots. Les boulets d'artillerie, pour les géants, ce sont des grains de raisin, ce sont des mouches à bœuf, ou encore ce sont des poux. Enfin, il y a un 3e procédé lié au comique gigantal, ce sont les mentions des traces laissées dans le paysage par les géants. La Beauce devrait ainsi sa physionomie actuelle au fait que la jument de Gargantua est passée par là et a détruit tous les arbres. Alors, dans Gargantua, retenez que Rabelais mélange les genres. Et 3 genres narratifs vous seront utiles pour comprendre ce qu'est Gargantua, une œuvre un peu hybride. Dans Gargantua, il y a du roman de chevalerie, parodié. Il y a, d'une certaine manière, de la biographie, que ce soit une biographie à la manière antique ou à la manière médiévale. Et il y a une chronique, ou des chroniques, qui peuvent être sérieuses ou déjà parodiques. Et cette chronique, c'est un genre historique ou para-historique qui fait florès à la Renaissance, à un moment justement où la discipline historique connaît des changements. On se demande ce que c'est que faire de l'histoire à la Renaissance, si on veut la faire d'une manière qui soit nouvelle, d'une manière qui soit plus fiable, d'une manière qui se fonde sur des faits et non pas sur des légendes. Évidemment, le Moyen-Âge aura été accusé de colporter des légendes dans sa pratique historique. Et donc Rabelais joue avec tout ça, les pouvoirs de la fiction, au moment où on se demande ce que c'est que faire de l'histoire d'une nouvelle manière à la Renaissance. Alors, dans ce cadre narratif qu'on vous a un peu exposé, donc vous avez vu que Rabelais emprunte son inspiration à plusieurs genres narratifs, donc les grandes et inestimables chroniques, les chroniques en général, les biographies, la parodie de romans de chevalerie. Donc il emprunte à tous ces genres narratifs. Mais à l'intérieur de ces genres narratifs, il va encore intégrer d'autres genres. Et le premier type de texte qu'il va intégrer dans tous ces genres narratifs, ce sont les longs morceaux d'éloquence à une voix, c'est-à-dire les passages où vous avez un seul personnage qui prend la parole pendant tout un chapitre souvent. Alors parmi tous ces morceaux d'éloquence à une voix, il faut tout d'abord parler de ces morceaux d'éloquence qui sont prononcés par Maître Alcofribas. Alors on vous en a un peu parlé déjà au début de cette conférence, mais Alcofribas, il a 3 rôles à la fois. Tout d'abord, il est censé être l'auteur. Ce n'est pas Rabelais qui est censé être l'auteur de ce livre, c'est Alcofribas lui-même. Et rappelez-vous ce qu'on vous a dit, Rabelais ne va signer de son propre nom qu'à partir du tiers livre. Donc Alcofribas, c'est l'auteur fictif de Gargantua. C'est par ailleurs aussi son narrateur. Et enfin, à de nombreuses reprises dans le texte, il apparaît aussi comme un personnage. Par exemple, au chapitre 1, c'est à lui que l'on va faire appel pour déchiffrer, pour traduire la généalogie de Gargantua qui est trouvée dans un grand tombeau. Donc, il est auteur, narrateur et personnage. Alcofribas, vous ne devez donc surtout pas le confondre avec Rabelais. Contrairement à Rabelais, Alcofribas est lui un joyeux buveur, alors que pour Rabelais, nous n'en savons évidemment rien. Alcofribas est affabulateur, il est buveur, il aime prendre à partie son auditoire, il aime l'insulter ou au contraire le flatter, en tout cas il aime toujours jouer avec lui.
Il est très présent, en particulier pendant les 10 premiers chapitres, qui sont d'ailleurs peut-être les plus difficiles. Donc, on commence par les chapitres les plus difficiles, parce que Alcofribas est très présent. Or, il aime étaler son savoir. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que son érudition est souvent fausse. Alors, ce n'est pas Rabelais qui se trompe, bien entendu. C'est Rabelais qui fait dire des erreurs ou qui déforme la vérité, parce que c'est ce qu'il veut faire dire à son narrateur. Alors pourquoi est-ce que le narrateur déforme la vérité, ou on a l'impression qu'il se trompe parfois? Parce que son but, c'est de parvenir à ses fins, c'est de démontrer ce qu'il veut démontrer. Il a certaines thèses qu'il veut démontrer, et pour lui, le savoir est un prétexte qu'on peut déformer, qui est très malléable, de manière à arriver à ses fins. Alors quelles sont les fins d'Alcofribas, qui ne sont donc pas les mêmes que Rabelais? Par exemple, au chapitre 3, Alcofribas va vous démontrer qu'une grossesse peut durer 11 mois. Alors, Rabelais n'est pas stupide, et les hommes du XVIe siècle, les femmes du XVIe siècle non plus. Ils savent très bien qu'une grossesse dure 9 mois, mais ils se demandent si éventuellement ça ne peut pas durer un peu plus longtemps, parce que les implications sont très importantes au niveau de l'héritage, si vous avez des enfants légitimes ou pas. Car autant, voire davantage, peuvent les femmes ventre porter, mêmement quand c'est quelques chefs-d'œuvre, et personnages qui doivent, en leur temps, faire de grandes prouesses. Donc vous avez entendu ce que Luce Albert a lu ici, c'est l'idée que Gargantua va naître au bout de 11 mois, parce que c'est un personnage très important, donc c'est un prétexte utilisé par Alcofribas pour justifier la possibilité d'une grossesse de 11 mois. Autre démonstration d'Alcofribas qui prend donc la parole tout seul, ce sont des textes monologiques à une seule voix, c'est le chapitre 8 où il va décrire longuement la livrée du géant, qui n'est peut-être pas le chapitre que vous avez préféré, parce qu'il est très descriptif, et en réalité, il va décrire les habits du géant dans l'ordre dans lequel on s'habillait au XVIe siècle. C'est ça qui est assez intéressant comme témoignage historique. Donc, qu'est-ce qu'on mettait en premier quand on voulait s'habiller? Eh bien, on mettait sa chemise, qui est en fait c'est du linge. Après, on mettait un pourpoint. Après, on mettait des chausses, et après, on mettait sa braguette. Alors, braguette, c'est un mot que vous n'avez peut-être pas compris, parce qu'on peut penser... Alors, c'est ce à quoi vous pensez, mais c'est un peu différent tout de même. C'est une pièce du vêtement masculin qui était très ample. Il faudrait que vous voyiez des documents iconographiques pour vous donner une idée. Et il pouvait servir de poche. Donc, dans une braguette, on pouvait mettre plein de choses. On pouvait mettre des mouchoirs, on pouvait mettre des clés, on pouvait mettre des fruits, on pouvait mettre des lettres. Alcofribas intervient enfin au chapitre 9 et 10 pour vous prouver qu'il est stupide de vouloir assigner telle ou telle signification à telle ou telle couleur. Mais en même temps, c'est ce qu'il va faire. C'est pour ça que le personnage est totalement ridicule. Il va démontrer que le blanc de la livrée du géant a une signification précise. Il signifie, à bon droit et à juste titre, nous dit-il, joie, agrément et liesse. Le blanc, c'est le bonheur. Alors qu'il vient de dire justement que c'est absurde d'assigner telle ou telle signification à telle ou telle couleur. Alors, le chapitre 15 offre un autre cas un peu particulier de discours à une voix. Nous faisons la connaissance du page Eudémon, un jeune garçon très éloquent qui a bénéficié d'une formation de qualité. Alors, c'est le modèle qu'on propose à Gargantua. Grâce à un discours narrativisé, nous pouvons reconstituer le discours qu'il prononce en latin. Il s'agit d'un éloge de Gargantua. Fais-nous Eudémon, mon cher Alcofribas. Alors Eudémon, demandant congé de se faire au dit vice-roi son maître, le bonnet au poing, la face ouverte, la bouche vermeille, les yeux assurés et le regard assis sur Gargantua, avec modestie juvénile, se tint sur ses pieds et commença à le louer et magnifier, premièrement de sa vertu et bonne mœurs, secondement de son savoir, tiercement de sa noblesse, quartement de sa beauté corporelle. Et pour le quinte, doucement l'exhortait à révérer son père en toute observance, lequel tant s'étudiait à bien le faire instruire. Enfin, le priait qu'il le vous y retenir pour le moindre de ses serviteurs, car autre don pour le présent ne requérait-il des cieux, sinon qu'il lui fût fait grâce de lui complaire en quelque service agréable. Le tout fut par celui proféré, avec gestes tant propres, prononciation tant distincte, voix tant éloquente et langage tant orné et bien latin,
que mieux ressemblait-il à un Gracchus, un Cicéron ou un Émilius du temps passé qu'à un Jouvenceau de ce siècle. Mais toute la contenance de Gargantua fut qu'il se prit à pleurer comme une vache et se cachait le visage de son bonnet, et ne fut possible de lui tirer une seule parole, non plus qu'un paix d'un âne mort. Dans l'éloge de Gargantua par Eudémon, que nous venons d'entendre, Eudémon manifeste une parfaite maîtrise des 5 parties de la rhétorique. Alors je vous avais dit que tout à l'heure on allait vous parler de la rhétorique, c'est un autre savoir qui est mis en œuvre dans la fiction de Rabelais. Alors il y a 5 parties dans la rhétorique, c'est-à-dire 5 parties à maîtriser si vous voulez bien prononcer un discours. Alors quelles sont ces 5 parties? Je vais un peu vous les énumérer. C'est tout d'abord l'inventio, donc l'invention, c'est-à-dire la recherche des bons arguments, des bonnes idées pour prononcer un bon discours. Alors, en l'occurrence, pour louer Gargantua, Eudémon va faire appel à un certain nombre d'idées tout à fait traditionnelles pour louer quelqu'un. Donc, tout d'abord, les qualités morales. Il va insister sur les qualités morales de Gargantua. Deuxièmement, il va insister sur son savoir. Puis, il va insister sur sa noblesse et enfin sur ses qualités physiques. La deuxième partie de la rhétorique, c'est la dispositio, ou la disposition. C'est-à-dire, une fois que vous avez vos bonnes idées, donc là, les 4 idées que j'ai énumérées, il faut les agencer dans un bon ordre pour que ça soit convaincant et efficace. Bref, il faut que le discours soit bien structuré. Eh bien, au niveau de la disposition, tout est parfait dans le discours d'Eudémon. Vous avez peut-être entendu dans ce qu'on vous a lu. Premièrement, deuxièmement, tiercement, quartement, et pour le quinte, enfin. Donc vous voyez, le discours se déploie en 6 temps, très bien structuré. Donc parfaite maîtrise des 2 premières parties de la rhétorique. Troisième partie de la rhétorique, c'est l'élocutio, l'élocution, c'est-à-dire les procédés stylistiques. De fait, on vous dit dans le texte qu'on vous a lu que le langage d'Eudémon est tant orné et bien latin. Donc il a une parfaite maîtrise de l'élocutio. La 4e partie de la rhétorique, c'est la mémoire. C'est-à-dire que c'est difficile de prononcer un discours sans ses notes comme le fait Eudémon, et il a besoin de plusieurs procédés pour arriver à mémoriser son discours. Et la 5e partie de la rhétorique, extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle l'actio, ou l'action oratoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne le corps même de l'orateur. C'est-à-dire, le corps de l'orateur, c'est la maîtrise de la voix et la maîtrise de la gestuelle. Et un bon orateur, même s'il maîtrise bien les 4 premières parties de la rhétorique, sera un très mauvais orateur s'il ne maîtrise pas la dernière partie, l'actio. Alors, vous avez un détail vestimentaire très intéressant qui montre bien l'opposition entre les 2 personnages qui sont en scène ici. Gargantua d'un côté, Eudémon de l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les 2 ont un bonnet doctoral. Un bonnet doctoral, c'est un bonnet de docteur, un bonnet de savant. Alors, sauf que Eudémon tient son bonnet à la main, sans qu'il le gêne, alors que le bonnet doctoral de Gargantua est mis devant son visage. Donc il est en train de cacher son visage. Or, dans tous les traités rhétoriques de l'Antiquité, on vous dit que la partie la plus importante du corps de l'orateur, c'est particulièrement son visage, et notamment les yeux, parce que les yeux sont capables de traduire une multitude de sentiments. Et si vous cachez les yeux, comme le fait Gargantua, vous ne pouvez plus rien exprimer. Alors, l'éloge dithyrambique qu'Eudémon formule de Gargantua est, vous l'avez remarqué, complètement inadapté à son objet, puisqu'au moment où il prononce ce discours, Gargantua est loin de briller pour les 4 choses qu'on a énumérées, pour sa vertu et ses bonnes mœurs. À ce moment-là de l'intrigue, c'est pas du tout le cas. Pour son savoir, il est complètement ignorant à ce moment-là. Pour sa noblesse, ça d'accord peut-être, et pour sa beauté physique. On vous dit au contraire qu'il est complètement idiot à ce moment de l'intrigue. Le contraste est donc particulièrement net entre les 2 personnages, puisque d'un côté, vous avez un tout jeune garçon, Eudémon, très éloquent, qui a bénéficié d'un enseignement humaniste de qualité. Il va être comparé à un angelot. On vous dit qu'il ressemble bien plus à un petit angelot qu'à un homme. Ça, c'est la première comparaison très positive pour Eudémon. Vous avez une deuxième comparaison que vous avez peut-être entendue. Il est comparé à 3 grands orateurs de l'Antiquité. Et enfin, vous avez une comparaison un peu cachée. On insiste bien sur le fait qu'il n'a pas 12 ans. Et en réalité, c'est une comparaison avec un épisode fameux de la Bible, l'épisode de Jésus devant les docteurs du temple, épisode où précisément Jésus a 12 ans. Donc il est comparé implicitement à Jésus-Christ. Alors voilà d'un côté pour Eudémon. Et de l'autre côté, vous avez un géant adulte devenu, je cite, fou, niais, tout ahuri et abéti, après, si vous vous amusez à compter, quelques 54 années passées sous la férule des maîtres sophistes.
Alors, Eudémon, c'est le premier de la classe. C'est le bon élève, jeune, angélique, qui fait tout bien, qui pratique la rhétorique, etc. Bon, et 4 chapitres plus loin, chapitre 19, vous avez tout l'inverse. Le vieux, baveux, vilain, Janotus de Bragmardo. Alors, Janotus de Bragmardo, c'est, je cite, le plus vieux et le plus compétent des membres de la faculté. Alors, ici, il y a certainement antiphrase de la part de Rabelais. Il est chargé, vous le savez, de venir récupérer les cloches de Notre-Dame de Paris que le géant a dérobées. Janotus se livre alors à une performance qui est comique, qui est jouée en pleine salle, en présence d'un public mélangé, composé de Gargantua, de ses compagnons, mais aussi du prévôt de la ville, du recteur de la faculté, du vicaire de l'église, donc toutes les huiles de Paris. Les cloches, entre-temps, ont été discrètement restituées. Et c'est à ce moment-là que Janotus se met à parler. Donc, finalement, tout son discours est vain. Il ne sert à rien, puisque le but, qui est de restituer les cloches, ces cloches ont déjà été restituées. Donc, on voit ce qu'est, à contrario, un effet de manche, un effet de rhétorique raté, qui ne sert strictement à rien. Donc, Janotus a un peu bu, et c'est ce qui fait le secret de son éloquence. On est à peu près au milieu de sa harangue et il nous parle des cloches. Ça, je vous prouve que me les devez bailler, ergo sic argumentor. Omnis clocha, clochabilis in clocherio, clochendo clochans, clochativo clochare, facit clochabiliter clochantes parisius, abet clochas, ergo gluck. Oh, c'est parlé ça, hein? Il est intertio prime indari, ou ailleurs. Par mon âme, j'ai vu le temps que je faisais diable de arguer, mais de présent, je ne fais plus que rêver. Il ne me faut plus dorénavant que bon vin, bon lit, le dos au feu, le ventre à table et l'écuelle bien profonde. Ei dominez, je vous prie, nomine Patris, et Filii et Spiritus Sanctiam. Que nous rendez nos cloches, et Dieu vous garde de mal, et Notre-Dame de santé, et qui et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. Cette performance qui est, vous l'avez entendu, entièrement relatée au discours direct. Donc tout le chapitre 19 est au discours direct. On n'entend même pas la voix d'Alcofribas. Eh bien, cette performance constitue une parodie d'art oratoire. Alors, aux antipodes de l'épisode qu'on vient de commenter à l'instant, l'épisode d'Eudémon, qui loue Gargantua, eh bien, aux antipodes du jeune et brillant Eudémon, l'orateur ici, Janotus de Bragmardo, transgresse comiquement les 5 parties de la rhétorique. Alors, l'inventio, l'invention, la recherche des arguments. Est-ce que vous trouvez que les arguments qu'il utilise pour récupérer les cloches de Notre-Dame sont bons ? Quels devraient être les arguments quand on veut récupérer des cloches ? À quoi servent les cloches de Notre-Dame au XVIe siècle ? Alors une cloche, ça peut servir à indiquer l'heure. Une cloche, ça peut aussi appeler les fidèles à la prière. Mais ça, Janotus de Bragmardo n'en parle pas du tout. Il va utiliser au contraire 8 arguments complètement farfelus pour essayer de demander les cloches de Notre-Dame. Donc vous voyez bien, au niveau de l'inventio, c'est très mauvais. Il ne maîtrise pas du tout l'inventio. Voici, pour vous donner une idée, les 3 premiers exemples, les 3 premiers arguments qu'il va invoquer. Alors, je ne vous dis pas les 8 premiers, mais les 3 premiers simplement. Le premier argument qu'il invoque, de manière un peu complexe, c'est que les cloches lui sont absolument nécessaires, et sont absolument nécessaires aux théologiens de la faculté de Paris en général. Pourquoi ? Parce que les cloches vont préserver les vignes du brouillard et des ouragans. Alors, ce premier argument paraît complètement stupide, c'est en fait de la superstition, et c'est aussi une allusion au goût des théologiens pour le vin. Donc vous voyez que Rabelais se moque bien de ses ennemis à cette occasion. Le deuxième argument qu'il invoque, c'est que si jamais il parvient à récupérer les cloches, eh bien en échange, lui, Janotus de Bragmardo, pourra en récompense recevoir des saucisses et des chausses pour se vêtir. Vous voyez, l'argument est de poids et on a vraiment envie de lui rendre les cloches. Le troisième argument, c'est que s'il récupère les cloches, il va offrir à Gargantua 4 choses, du porc rôti, du bon vin,
un livre de sermons et des pardons. Bref, vous voyez, le troisième argument, en fait, il essaye d'acheter Gargantua. Au niveau de la dispositio, donc la disposition des arguments, l'ordonnancement, la structure, eh bien c'est tout aussi mauvais puisque les 8 arguments se succèdent sans la moindre logique. Il n'y a jamais de transition. Et aussi, le discours, normalement, devrait commencer par ce qu'on appelle un exorde, donc le début d'un discours. Et dans un exorde, vous avez ce qu'on appelle aussi une captatio benevolentiae, c'est-à-dire une technique rhétorique qui permet de capter la bienveillance de son public pour qu'il l'écoute bien. Eh bien, vous n'avez rien de cela ici, et au contraire, vous avez entendu, le discours commence de manière très abrupte. Ce ne serait que bon que nous rendissiez nos cloches. Donc, si vous voulez faire de la rhétorique, il ne faut pas commencer vos discours ainsi. Il faut d'abord un exorde et une captatio benevolentiae. Troisième partie de la rhétorique, c'est l'élocutio. Alors, vous vous êtes rendu compte que l'élocutio n'est pas merveilleuse dans ce texte-là, puisque loin de briller par son langage, Janotus mélange 2 langues déjà, il mélange le latin et le français, et en plus, il parle un très très mauvais latin, ce qu'on appelle du latin de cuisine. Par ailleurs, il va mélanger les styles, ce qui ne se fait pas du tout. Il va mélanger le style élevé et le style bas, souvent dans la même phrase, et il va utiliser des procédés rhétoriques très lourds. Au niveau de la mémoire, c'est tout aussi mauvais, puisque à un moment, Janotus oublie la référence exacte d'une citation biblique, qu'il pensait pourtant avoir noté, nous dit-il, et il dit que c'est un argument imparable. Donc il a l'argument imparable pour convaincre Gargantua qu'il faut rendre les cloches. Le seul problème, c'est qu'il l'a complètement oublié. Et cinquième partie de la rhétorique, c'est l'actio. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne actio oratoire chez ce personnage, c'est-à-dire une bonne maîtrise de la voix et de la gestuelle? Eh bien, le texte s'amuse à insister sur le fait qu'il ne maîtrise pas cela du tout. Au niveau de la voix, c'est très mauvais, puisque son discours est sans cesse interrompu par des jurons, par des bruits parasites dont rendent compte toute une gamme d'onomatopées un peu burlesques, car vous avez entendu les onomatopées à la fin du discours qu'a lu Luce Albert. Ce sont en fait des onomatopées du tousseur qui crache. Donc c'est un mélange de crachat et de tout. Bref, Janotus est un peu dégoûtant. Janotus de Bragmardo apparaît finalement comme un personnage de théâtre comique, comme on pouvait en rencontrer à cette époque. Alors, premièrement, Janotus, c'est une latinisation de Jano. C'est Jano plus le suffixe latin us. Et qu'est-ce que c'est que Jano? Jano, c'est aussi un diminutif de Jean. Donc, c'est le petit Jean Janotus. Voilà comment il devient. Eh bien, ce Jano est typique du Benet des farces. Il apparaît souvent au XVe, XVIe siècle dans des farces où il est totalement ridicule. Quant à son nom de famille, il s'appelle Janotus de Bragmardo. Et pourquoi Bragmardo? Alors vous avez peut-être rencontré le mot brachmar, qui est un mot qui figure dans Gargantua. C'est une épée courte et large et qui désigne aussi par fantaisie au XVIe siècle le sexe masculin. Bref, il porte dans son nom l'idée de sexe masculin. Deuxièmement, le personnage incarne le type du vieux pédant qui est niais et qui est complètement aviné. Il arrive complètement ivre au moment où il va prononcer son discours. Il est aussi costumé. On vous dit qu'il est tondu à la mode de César. C'est une manière comique de vous dire qu'il est complètement chauve et qu'il est en plus vêtu de son liripipion à l'antique. Eh bien, le liripipion, c'est un terme rare pour désigner le chaperon à queue du docteur en théologie. Donc, ce sont bien ces sorbonnards, ces sorbonnagres dont il s'agit de se moquer. Alors, de manière significative, est-ce que vous avez vu qui était pris d'un fou rire après avoir entendu cette harangue de Janotus de Bragmardo? Eh bien, 2 personnages en particulier, Eudémon et Ponocrate. Alors, pour eux, la performance de Janotus de Bragmardo les fait plus rire que ne l'aurait fait Songe-Creux. Songe-Creux, c'est le surnom d'un comédien très très célèbre au XVIe siècle qui s'appelait Jean de l'Épine du Pontalet. Ça veut dire qu'en fait, Janotus de Bragmardo les fait davantage rire que le plus grand comédien comique de l'époque. Malgré lui, donc, Janotus devient un comédien de génie. Et il est tout à fait révélateur que ce soit le pédagogue humaniste et son jeune élève très talentueux Eudémon qui soient pris d'un fou rire, parce que Rabelais veut faire comprendre ici le contraste entre 2 mondes, le monde ancien des théologiens de la Sorbonne et le monde nouveau des humanistes. Alors, je vois que l'heure tourne. On m'a chargé de veiller à la montre. Peut-être qu'on va devoir un peu couper. Peut-être qu'on pourrait faire le torche-cul quand même. J'aurais une question. Est-ce que certains des collègues ou certaines des collègues qui sont là ont osé mettre le torche-cul dans la liste des textes de Bach?
Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Alors, est-ce qu'on fait le torche-cul et on conclut? Ouais. Si tu veux. Non, ce sera trop long. Ouais. Oui. Alors, le torche-cul. Le torche-cul en Sorbonne, quand même. Alors, le fameux chapitre 13, et ensuite on coupera un peu, on passera à la conclusion. Dans ce fameux chapitre 13, dont je vous recommande la lecture, on découvre, ou Gargantua découvre, ce que la psychanalyse moderne a appelé le stade sadique anal. Il fait, je cite, longue et curieuse expérience au cours de laquelle il découvre le meilleur moyen de se torcher le cul. Alors ça n'est pas un passage facile à commenter. Notre petit géant a 5 ans et il a déjà de quoi être fier puisqu'il expérimente 58 torches-culs, des objets, des textiles, des plantes, des animaux. Et c'est cette expérience anale du jeune garçon qui permet une véritable découverte du monde et des propriétés des choses. Et mon petit Gargantua, tu vas raconter à papa ta découverte. J'ai, par longue expérience et curieuse, inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus expédient, le plus excellent que jamais fût vu. Lequel? Comme vous le raconterez présentement, je me torchais une fois d'un cachelet de velours d'une demoiselle, et le trouvais bon, car la mollesse de la soie me causait au fondement une volupté bien grande. Une autre fois, des oreillettes de satin cramoisi, mais la dorure d'un tas de sphères de merde qui y étaient m'exulcérèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine arde le boyau culier de l'orfèvre qui les fit, et de la demoiselle qui les portait. Ce mal passant, me torchait d'un bonnet de page bien emplumé à la Suisse. Puis fiantant derrière un buisson, trouvant là un chat de Mars, dit celui me torchait, mais ses griffes me exulcérèrent tout le périnée. Il n'est point besoin de torcher cul, sinon qu'il n'y ait ordure. Ordure n'y est, si l'on a chié. Chier donc nous faut devant que le cul torché. Oh, que tu as bon sens, mon petit garçonnet. Je me torchais après d'un chapeau. Notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres taffetassés, les autres satinisés. Le meilleur est celui de poil, parce qu'il fait une très bonne absorption de la matière fécale. Mais concluant, je dis, et je maintiens, qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oison bien dumeté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, hein, et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur, dit celui du mets, que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée au boyau culier et autres intestines, jusqu'à venir en la région du cœur et du cerveau. Alors juste 2 mots sur cet épisode avant qu'on conclue. Vous avez remarqué la richesse de toutes les énumérations rabelaisiennes. Alors il y a un enjeu linguistique, il s'agit d'illustrer la langue française. Donc illustrer, c'est-à-dire lui donner du lustre, de l'éclat, de la splendeur en montrant l'abondance des mots. Mais évidemment, les énumérations rabelaisiennes ne servent pas juste à illustrer le langage, elles permettent aussi de de convoquer en réalité tous les savoirs du monde. Et dans cet épisode, en réalité, si vous regardez bien dans le détail, il y a tout un savoir botanique, un savoir zoologique, un savoir vestimentaire qui est déployé. En fait, ce sont autant de découvertes faites par un enfant de 5 ans qui découvre le monde de manière expérimentale, qui découvre la botanique, qui découvre tout ce qui concerne les vêtements. Alors, nous allons conclure en 2 temps. Alors, si je devais vous donner un conseil, que retenir de Rabelais? Une seule chose. Et je pense que ce sera important si vous passez devant des examinateurs sérieux au bac. Si vous arrivez à faire passer que vous avez saisi la joie de Rabelais, ce sera déjà gagné. Quelle est cette joie? C'est la joie d'un grand français, d'une grande langue. C'est l'idée qu'on est créatif dans une langue qui puisse être inclusive en un sens essentiel. Une langue qui puisse tout dire. Le caca du bébé, aussi bien que les grandes découvertes scientifiques de l'époque de Rabelais. Un français exigeant, infiniment riche,
qui peut dire un monde complexe, sans tabou et avec gaieté. C'est le français des gueux, le français des pauvres, le français des riches, le français des prélats, le français des moines, le français des rois ou du roi, des courageux, des lâches, des savants, des ignares. C'est le rêve d'une langue la plus large possible, qui laisse place aux insultes comme aux mots rares, à ce qui est incompréhensible. On a coupé toute une partie sur les passages auxquels on ne comprend littéralement rien. Et vous faites moi non plus. Rabelais, comme l'a dit Jean-Charles Montferrand en introduction, porte sur le monde un regard de médecin philologue, un regard de médecin qui aime les mots et qui pense, qui croit, avec certaine méfiance, dans un langage qui peut guérir simplement en faisant l'inventaire du monde. Mais pour guérir, on ne peut pas se cacher ce que le monde à la fois a de plus beau et ce qu'il a certainement de plus terrible ou de plus laid. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour vous lire Rabelais ? Devenir ce qu'il appelle lui-même un ami lecteur. Il s'adresse à son lecteur en disant « ami lecteur ». Le lecteur qui doit lire en bonne part, qui ne doit pas être un agélaste, quelqu'un qui ne rit pas, qui doit faire confiance, même dans la fantaisie. Devenir donc un bon compagnon, quitte à attraper la syphilis ou à boire un peu trop. Et la langue de Rabelais, c'est le lieu de ce jeu d'amitié, de ce jeu de devinette, de cache-cache. Et donc il faut tolérer aussi de ne pas tout comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Et pour comprendre, vous dit Rabelais, il faut rire. Et d'une certaine manière, pour rire, il faut comprendre. Donc c'est un aller-retour absolument incessant entre le savoir et le rire et le savoir. Il faut savoir rire, mais il faut rire savoir. Donc on vous demande aussi de vous mettre au travail, puisque c'est ça le Rabelais. C'est que c'est un bon compagnon, mais il vous met au travail. Il vous met au travail comme les vérolés. Comment on soignait les vérolés ? On les faisait suer. On les faisait suer et on les traitait au mercure, dans des chambres chaudes. Donc le lecteur, c'est aussi celui qui sue, et qui sue pour gagner la joie de la lecture de Rabelais. Mais cette sueur, c'est la sueur de l'effort de compréhension, c'est la promesse d'un grand rire, d'un rire que Rabelais appelle après Homère inextinguible. Ce rire n'a pas pour seule fonction de servir de voile plaisant à un plus haut sens. Vous voyez, ça serait une première étape, on dépasserait ce rire pour aller vers un plus haut sens. En réalité, le rire chez Rabelais a plusieurs fonctions importantes, notamment une valeur heuristique. Heuristique au sens où le rire permet de faire des découvertes. Alors, en effet, le rire permet de tempérer l'autorité de l'auteur. L'auteur s'efface et c'est au lecteur d'agir en retour. Justement, l'esprit critique du lecteur est aiguisé par cette technique. Par ailleurs, le lecteur est obligé de participer activement à la quête du sens. C'est tout ce qu'on peut tirer d'une lecture du prologue de Gargantua, dont on ne vous a pas parlé, mais c'est de ça que cette idée vient. Le rire a par ailleurs, en plus de cette fonction heuristique, donc de faire des découvertes, a une fonction aussi thérapeutique et morale. Et ça, vous vous en rendez compte d'emblée, dès le disin liminaire de Gargantua et dès le prologue avec l'image du livre Silène qui cache à l'intérieur des ingrédients thérapeutiques et des médicaments. À Héraclite, le philosophe de l'Antiquité grecque qui se lamente sans arrêt de la condition humaine. Il est triste de voir à quel point nous sommes lamentables. À Héraclite, Rabelais préfère Démocrite, qui lui est un philosophe qui rit de la condition humaine, qui prend plaisir à voir notre folie. À Démosthène, l'orateur grec qui est cité dans le prologue de Gargantua, comme étant un auteur laborieux qui écrit à la lumière d'une lampe à huile, eh bien, à ce personnage de Démosthène, Rabelais préfère les inspirer Homère et Ennius. Je tire cela du prologue de Gargantua. De même, aux sinistres censeurs qui ont osé censurer l'œuvre de Rabelais lui-même, eh bien, Rabelais préfère ce qu'il appelle les agélastes. Alors, Romain Mélini vient de vous prononcer ce mot. C'est un néologisme qui apparaît dans le Carlif, qui me paraît quand même indispensable pour vous, puisque vous devez parler du rire. L'agélaste, c'est celui qui ne sait pas rire, ou celui qui ne veut pas rire. Et bien, à ces personnages d'agélastes, Rabelais préfère les bons et joyeux pantagruélistes.
Pour conclure, Maître Alcofribas aimerait vous dire ce qu'il appelle un mot de la bouteille, c'est-à-dire un avis très personnel qu'il a afin de vous aider à réussir Rabelais au baccalauréat. Et maudissez-vous, mes amours, et gaiement lisez le reste, tout à l'aise du corps et au profit des reins.